Après une semaine de tempête médiatique avec des infos allant toutes dans le sens d'une confrontation militaire des forces US dans le Golfe Persique avec l'Iran, une certaine accalmie est de retour. Ce retour au calme est-il tactique ou s'agit-il d'une stratégie? Et surtout, dans quel sens s'orienteront les évolutions à venir? Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD, s'exprime sur le sujet. Je crois que c'est les deux. D'un côté, la stratégie de Trump pour, entre guillemets, négocier, à sa façon, je mets entre guillemets négocier, puisque c'est effectivement pas comme cela que l'on opère, mais bon, c'est comme ça qu'il a toujours opéré dans ses affaires, dans ses business américaines, c'est-à-dire le cow-boy, on y va. Donc lui, ça a toujours été une stratégie, évidemment, de montrer les muscles, pour ensuite, après, inciter, il pense, dans le cas précis, l'adversaire à venir à la table et accepter ses conditions, évidemment, puisqu'ils ont pris peur. Mais l'administration américaine, c'est quelque chose de plus complexe. Il y a par exemple les nominations qu'il a faites, telles que Bolton. Bolton, c'est un des faucons des néoconservateurs, c'est-à-dire les plus interventionnistes, et qui a toujours milité pour une agression militaire contre l'Iran. Il faut savoir que c'est Bolton qui est à l'origine de l'agression aussi contre l'Irak à partir des fake news, comme on dit aujourd'hui. Donc, ayant lâché son chien Bolton sur l'Iran, celui-ci a cru que l'heure était venue, et on a pu voir tout depuis ces derniers jours, effectivement, ces provocations médiatiques ou alors sur le terrain, je dirais pas diplomatique, parce qu'il n'y a absolument pas de diplomatie dans tout cela, mais voyons la mécanique s'enclencher et ayant pris conscience que les forces armées iraniennes ne sont pas les forces armées irakiennes d'antan et sont bien plus puissantes dans la région, et que ce serait tout le Proche-Orient qui partirait en guerre, voyant que même ces alliés européens se sont retirés diplomatiquement, tout du moins, de l'équation, c'est-à-dire que si vous allez en Iran, on n'y participera pas. Et voyant effectivement que certainement, on n'a pas toutes les informations, mais qu'ils étaient en très mauvaise position en réalité, que ça mettait en danger des milliers de soldats américains en Irak en particulier, nous voyons aujourd'hui revenir à un certain réalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agresser l'Iran, ce n'est pas possible. C'est un pays avec une population assez immense et une armée, si tant bien qu'elle n'est pas au niveau de l'armée américaine, ce n'est pas non plus une armée du tiers-monde. Peut-être qu'on pourrait la classifier, si tiers-monde pourrait être un qualificatif négatif. Et donc aujourd'hui, on revient à une position on va dire plus, comme je l'ai indiqué, plus réaliste. Alors que c'est une tactique ou une stratégie? Pour Trump, ça a toujours été une tactique de négociation, mais pour les néoconservateurs, c'est une stratégie. S'ils ne peuvent pas, évidemment, aller plus loin, ils reculent pour garder quand même leur position. Ils repartiront à l'attaque ultérieurement. Je rappellerai quand même que certains avaient dit que Trump, certains entre guillemets analystes, que Trump allait abattre l'État et certains, comme on dit, État profond. Ce serait une grande discussion aux États-Unis. Il n'en est rien puisque la plupart sont au pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un ancien collègue de la CIA. Et Bolton, j'en ai fait la description précédemment. Je précise tout de même que le camp démocrate, tel qu'on l'entend, s'il avait auparavant, sous Obama, favorisé une certaine détente, et c'est sous cette administration que l'accord sur le nucléaire avait été signé, il n'empêche qu'aujourd'hui, avec la prédominance encore de la mafia Clinton, aujourd'hui, les conservateurs sont aussi présents et encore plus présents dans le camp démocrate. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, sous la présidence Trump, et dans l'épisode que nous venons de voir, je pense que Trump a fermé, on va dire, la fenêtre d'opportunité que Bolton voulait utiliser, puisque celle-ci est allée trop loin. On le voit bien d'ailleurs, les États-Unis qui ne sont pas intervenus, j'espère pas encore, j'espère pas du tout, mais
au Venezuela. Donc intervenir en Iran, je n'y pense absolument pas. Mais dans le futur, si les sanctions perdurent et qu'il n'y aurait pas de nouveau accord, ou que les États-Unis ne reviendraient pas à quelque chose de plus sensé, mais avec Trump qui ne pourra pas revenir sur sa parole, je pense que s'il est réélu, on est reparti pour 5 ans puisqu'il ne fera pas marche arrière. Et le suivant, si c'est un démocrate, il faudra prêter très attention quel est l'entourage. C'est pourquoi je pense aujourd'hui nous sommes malheureusement dans une impasse avec les États-Unis. Je dis nous sommes dans une impasse avec les États-Unis puisque la plupart des pays du monde s'aperçoivent avec différentes affaires, autant des affaires aussi graves que ce qui s'est passé ces derniers jours, autant que pour des affaires aussi graves et plus économiques sur les sanctions contre certaines sociétés chinoises de télécommunications. On voit bien que il y a un partenaire au niveau international avec lequel on ne peut pas faire confiance, ce sont bien les États-Unis, alors que tous les autres pays du monde, que ce soit l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres pays, généralement se tiennent aux règles de droit et aux accords convenus. Donc nous voyons bien, dans le cas précis, que le problème au Proche-Orient et le problème dans le cadre ces derniers jours de la montée de la tension dans la région, ce sont bien les États-Unis et non pas l'Iran. Et même ça, les médias européens, les médias du système n'ont pas pu cacher cet état de fait, à savoir que c'était bien les États-Unis le problème dans la pièce, on va dire, déstabilisatrice sur l'échiquier régional. En cas de confrontation militaire, quelle sera la réaction russe? Sous prétexte de faire face à l'Iran, Washington cherche à déployer le système THAAD en Irak. Est-ce qu'en Irak aussi, les USA cherchent à contrer la Russie? Poutine l'a très bien déclaré. Les États n'ont pas d'amis, ça c'est une réalité. L'État russe n'a pas plus d'amis iraniens que les Iraniens n'ont d'amis russes. Il y a des accords géopolitiques, en particulier sur la Syrie, c'est une évidence. Il y a des accords sur la politique eurasiatique. C'est pourquoi la Russie favorise toujours l'entrée de l'Iran dans l'espace eurasiatique en cours de construction. On va parler russo-chinois, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Maintenant, son indication sur que la Russie n'était pas le pompier du monde, il sous-entendait, ça c'était pour à destination des Européens en disant on ne peut pas régler vos problèmes à votre place, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Donc il disait nous on a fait notre deal, il parlait dans le cadre d'ailleurs de l'accord nucléaire, mais qu'il fallait qu'ils prennent la responsabilité. Là maintenant dans votre question qui est plus directe, s'il y a une confrontation militaire, y aura-t-il une intervention de la Russie? Une intervention directe, je ne l'imagine pas. Un soutien militaire, c'est une évidence. Pourquoi une confrontation directe? Non, parce que deux puissances nucléaires qui s'affrontent, à un moment ça va crescendo et à un moment on peut aboutir à l'utilisation de ces armes et on sait très bien ce que ça signifie pour l'humanité. Maintenant un soutien militaire, c'est-à-dire autant d'un point de vue information avec les satellites, ou même peut-être, mais ça l'Iran je pense pas qu'on ait très besoin, mais même peut-être d'un point de vue de certaines missions, je pense que c'est une évidence et lorsqu'on côtoie ou qu'on écoute les bonnes, on va dire, les bonnes portes à Moscou en ce qui concerne les stratégies militaires, c'est une évidence que la Russie ne lâchera pas militairement l'Iran s'il y avait un conflit. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un conflit direct. Je pense, comme toujours, ils essaieront de le faire d'une manière indirecte, puisque Israël veut toujours faire intervenir les États-Unis pour qu'ils fassent le sale boulot qu'ils veulent faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Et dans le cas précis, les États-Unis, je crois, une certaine partie on va dire, des décideurs américains se sont dit à ce moment-là, oh là là, les intérêts d'Israël ne sont pas les intérêts des États-Unis, ce ne sont pas les mêmes, des fois ils convergent, mais ils ne sont pas les mêmes, et dans le cas précis, ils se sont bien rendus compte qu'ils allaient s'engager dans quelque chose qui était bien plus explosif que ce qu'ils ont pu faire en Afghanistan et ce qu'ils ont pu faire en Irak, et ce qu'ils font toujours en Syrie. Donc je pense que
il n'y aura pas de confrontation militaire, mais dans l'hypothèse où ça existerait, la Russie soutiendra militairement, pas directement comme je vous l'ai indiqué, mais indirectement. Maintenant, vous savez, lorsque un conflit militaire commence, on ne sait jamais comment ça peut finir, puisque si d'un côté vous avez les États-Unis qui interviennent, et puis l'Arabie Saoudite, et puis après les Émirats, en sachant que peut-être que certains, pourquoi les Européens baisseraient à ce moment-là une fois de plus leurs culottes et accepteraient de participer à cela, là évidemment on rentre dans un conflit mondial et non plus régional, et là on ne peut pas envisager que cela puisse se produire. Donc non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une guerre entre nos deux pays. Par contre, je ne pense pas non plus que la Russie intervienne partout. Poutine l'a indiqué, il y a des limites aussi à son intervention, mais c'est une évidence. La Russie, par exemple, pour terminer, n'intervient pas d'une manière massive en Syrie, elle est tout de même présente, mais elle soutient fortement le gouvernement syrien. Donc c'est des interventions de ce genre que la Russie peut aller, mais pas plus loin. C'est évident, les États-Unis ont besoin, pour leur économie en général, les États-Unis, il faut savoir que le complexe militaro-industriel, si on prend avec vraiment, c'est très important, c'est à peu près 15%. Sur un dernier chiffre, ça peut évoluer, c'est des chiffres qui datent de quand même d'un certain nombre d'années, mais c'était à peu près 15% quand même de l'économie réelle américaine. Donc c'est plus qu'important, on sait très bien quel est le poids du complexe militaro-industriel sur les politiques américains. Donc il faut vendre. Pour lui faut vendre, il faut que entre guillemets, ces alliés achètent. Pour qu'ils achètent, il faut qu'ils aient peur. Et pour qu'ils aient peur, il faut créer des ennemis. Donc en Europe, c'est ce qu'ils font avec l'OTAN, avec l'ogre russe, voilà. C'est à quoi ils jouent. Et ailleurs, c'est ce qu'ils jouent aussi. Et voyant que certains pays, même de l'OTAN, tels que la Turquie, achètent essentiellement des systèmes de défense anti-aérienne. Pas que cela, mais on va prendre les S-300, les S-400, puisque c'est ça dont il s'agit. On les voit d'un seul coup parler d'un côté de sanctions, d'un autre côté de subventions, donc on joue un peu sur tous les tableaux à Washington, parce que des États qui ne dépendraient plus uniquement pour leur défense militaire du matériel américain, ça a aussi une implication géopolitique, évidemment, tout du moins en relations internationales. Et en cela, évidemment, c'est se défaire d'une influence politique et militaire sur un pays. Et c'est un élément supplémentaire en plus que de la prédominance du dollar, de la monnaie et des accords commerciaux inégaux qu'ils veulent imposer. Et donc, dans le cas précis, oui, les États-Unis font tout pour que les pays n'achètent pas les S-300 ou les S-400 russes, mais je crois qu'ils les ont perdus tout du moins d'avance, parce que si on est vraiment décidé à s'extraire justement d'une influence occidentale et avoir suffisamment de moyens pour se défendre, on parle bien pour se défendre donc des attaques, le matériel russe jusqu'à l'heure d'aujourd'hui a démontré sa fiabilité, alors que le système américain, en général, on le voit bien avec ce qui s'est passé, les soi-disant d'hommes de fer, ça n'arrête pas grand-chose en réalité. Ça coûte bien cher, mais ça n'arrête pas grand-chose, alors que les attaques faites par les terroristes autour du globe, on voit bien généralement, lorsque tout le système a été mis en place de protection anti-aérienne, et encore on ne parle pas des S-300 et des S-400, font leur fonction. Donc dans le cas précis, oui, c'est un élément d'influence géopolitique que les États-Unis veulent maintenir, mais je crois qu'ils ont démontré avec leur politique on va dire de non-fiabilité qu'il serait mieux d'acheter des armements russes qui, 1, sont meilleurs, 2, moins chers, et 3, dont on est sûr qu'il y aura une finalité au contrat et qu'il ne sera pas modifié selon le gouvernement qui sera au pouvoir, comme c'est le cas aux États-Unis où on change d'avis comme de chemin.